Bonjour. Je suis Thomas Papot, professeur de médecine interne à Bichat. Et donc là, je vais vous parler du traitement de la polychondrite atrophiante, qui est finalement assez banale, puisque la drogue dure, comme dans beaucoup de maladies systémiques dans cette maladie, c'est la prédnisone à forte dose, ou le bolus de méthylprédnisolone par voie intraveineuse en cas de chondrite des voies aériennes supérieures menaçantes, de vascularite systémique. Et puis c'est la drogue douce en cas de petite chondrite du nez ou des oreilles qui peut durer quelques jours ou quelques semaines, ou de polyarthrite. Et en cas d'échec, de corticodépendance, de mauvaise tolérance, eh bien vous avez affaire, comme souvent dans les maladies systémiques auto-immunes, aux immunosuppresseurs. Et là, la force de la preuve basée sur l'évidence est complètement nulle. Mais donc on utilise ces médicaments qui peuvent être des alkylants, des antipurines ou surtout finalement le méthotrexate qu'on utilise très régulièrement, sachant que vraiment le médicament qui est très convaincant au plan individuel en rapidité et en qualité d'efficacité, ça reste la corticothérapie. Alors la physiopathologie, est-ce qu'elle nous aide pour poser des bases rationnelles de thérapie ciblée? Eh bien, alors c'est vrai que l'infiltrat qui est immédiatement sous la peau, qui commence à la périphérie du cartilage, est mononucléé, qu'il peut y avoir des associations avec les molécules de présentation HLA de classe 2, des dépôts d'immunoglobuline et de compléments dans les tissus. Alors, il y a des auto-anticorps anti-collagène ou anti-substances extracellulaires de cartilage non collagène comme la matriline dans la trachée, mais ça n'a aucune valeur clinique. Si on regarde la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives, vraiment, ça a peu d'intérêt. C'est surtout des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes B qui sont dans ces tissus. Et puis en termes de cytokines, là non plus, c'est pas hyper flagrant, même si c'est vrai qu'il y a du TNF, de l'interleukine 1, de l'interleukine 6, avec une signature qui est plutôt celle d'enzymes protéolytiques, et en particulier de métalloprotéases. Alors, on a quand même utilisé des biothérapies qui sont vraiment difficiles à évaluer, d'abord parce que le nombre de patients traités est quand même assez ridicule, que les situations cliniques d'un patient à l'autre sont extrêmement hétérogènes, qu'on a vu que la base rationnelle n'était pas parfaite, et puis les caractéristiques des poussées qui sont complètement imprévisibles. Alors, ceci posé, on arrive quand même à analyser des données en âge, en sexe, en durée de la maladie, en type de manifestation, en durée de suivi sous traitement, puis avec des critères de jugement qui comportent au moins la CRP, et puis le niveau d'épargne cortisonée. Pour ce qui concerne les biothérapies anticytokines, elles sont d'efficacité en général assez rapide. Et donc, si ça ne marche pas à 6 semaines, c'est peu probable qu'il y ait une efficacité des traitements. Là, c'est une série multicentrique française, et donc qui a été colligée par Guillaume Moulis à Toulouse, donc, qui est rétrospective, bien sûr, mais qui quand même comportait 41 malades, avec des traitements aussi différents que anti-lymphocyte B, des traitements contre la co-stimulation des lymphocytes T, l'interleukine 1, le TNF, l'interleukine 6. Et puis le message global, donc il y avait 2 tiers des malades qui avaient un taux de réponse maintenu à 6 mois avec ces différents traitements pris comme une globalité. Et par contre, une réponse complète, c'est-à-dire des malades asymptomatiques, CRP normal, tout ça, et qui était finalement assez rare. Peut-être un bénéfice au maintien du méthotrexate en plus de la biothérapie. Et par contre, c'est assez décevant, mais il n'y a pas de preuve évidente pour une épargne cortisonée sous biothérapie. L'abatacept doit probablement être abandonné puisqu'il y a eu quelques observations de poussée sous traitement, de poussée viscérale, y compris du système nerveux central. L'anakinra, ça marche
pas bien et pas souvent. Le rituximab, qui a d'abord été voué aux gémonies à partir d'une étude qui était quand même d'assez gros calibre à la Pitié, en fait, il y a quand même des patients qui sont rattrapés par ce traitement, dans des situations un peu spéciales sur lesquelles on va revenir. Et puis surtout, en fait, les deux drogues qui marchent, c'est les anti-TNF, en particulier l'adalimumab, et le tocilizumab. Et quand on dit qu'elle marche, c'est pas seulement en fréquence ou en durée de réponse, c'est également en fonction de la couverture sur le type de manifestation auquel on s'adresse. Ça marche à peu près sur tout. Donc adalimumab et tocilizumab, dont vous savez qu'il peut s'utiliser par voie sous-cutanée. Un warning chez le sujet âgé qui peut donc avoir un syndrome myélodysplasique, donc une moelle un peu fatiguée. Il faut se méfier de la dapsone pour les lignées rouges, du méthotrexate, de l'endoxan et de l'imurel qui peuvent être responsables de cytopénie. Alors ça, c'est une étude qui n'était pas ciblée sur la polychondrite, qui concernait des maladies systémiques ou auto-immunes liées à des syndromes myélodysplasiques, mais il y avait quand même 9 polychondrites, et vous voyez que chez ces patients, c'est plutôt le rituximab qui marche, mieux que les anti-TNF et le tocilizumab, et avec des patients chez lesquels on n'a pas pu se passer des corticoïdes, et qui, de façon fort logique, donc, ces malades avaient très fréquemment des infections. Les auteurs proposent un traitement plutôt spécifique de la maladie hématologique, mais qui aurait des vertus sur les manifestations systémiques, et qui, donc, ce traitement serait l'azacitidine. Sachant que c'était donc Arsène Méquignan de Saint-Antoine qui a poussé ce travail avec Olivier Fins à Paris. Il y a aussi des possibilités de traitement local. Vous pouvez faire du laser ou de l'injection de corticoïdes dans l'inflammation laryngée, de la reconstruction chirurgicale. Vous pouvez mettre en place des stents dans les bronches et puis même proposer de la chirurgie plastique. Pour le nez, évidemment, c'est des discussions multidisciplinaires qui ne sont pas toujours faciles et qui nécessitent des avis d'experts. Là, vous voyez un exemple donc d'une sténose filiforme de l'arbre laryngotrachéal et qui est complètement dilatée et améliorée et normalisée par la mise en place d'un tube de Montgomery. Sachez également qu'il y a des scores d'activité, donc avec cette méthode qui est finalement rien d'autre qu'un consensus d'experts avec des itérations statistiques qui permet d'obtenir des indices de pondérés. Et donc là, vous voyez que avoir une vascularite rétinienne, une chondrite respiratoire, une vascularite des gros vaisseaux, une myocardite, une encéphalite, sont des signes très forts pour dire que la polychondrite atrophiante est active. Il y a eu le même système à partir d'un consensus d'experts internationaux, donc cette méthode Delphi, pour des scores de cumul de séquelles. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Et j'insiste un peu lourdement, mais donc la polychondrite est facilement reconnaissable lorsqu'il y a l'inflammation de l'oreille qui épargne le lobule et qui peut récidiver à bascule dans les deux oreilles. Et j'en ai terminé.